la problématique de la Poste par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, elle est liée effectivement, Pierre vient de le dire et ça a été dit précédemment également, au transport d'une part, et d'autre part au bâtiment, puisque effectivement en matière de bâtiment, les sites qu'évoquait Pierre au niveau national, ça représente plus de 1 million de mètres carrés de bâtiments quand même. Donc effectivement, les principales émissions de gaz à effet de serre de la Poste sont liées à ces deux aspects, comme on le retrouve d'ailleurs sur l'agglomération de Bourg, hein, si on regarde les postes qui sont les plus émetteurs. Ce qu'on peut dire également, alors pour aller directement sur la partie transport, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, ça représente à peu près 200 kilotonnes de CO2 émis chaque année par la Poste. Je crois que l'agglomération de Bourg, si j'ai bonne mémoire, c'est 570, quelque chose comme ça. Hein. Donc voilà, donc rien que pour les transports, ça représente 200 kilotonnes pour la Poste. En matière de transport, il y a plusieurs types d'actions, je ne vais pas toutes les détailler, je vais zoomer sur quelques-unes qui me semblent intéressantes parce qu'elles sont mises en place déjà depuis quelques temps, qu'elles ont commencé à donner des résultats et qu'on peut, je dirais, je ne sais pas si elles sont exemplaires, mais en tout cas pour nous elles sont importantes parce qu'on en voit les effets. Ceci étant, on a également travaillé au-delà des 2-3 actions que je vais évoquer sur une partie qui est moins visible pour le public parce que c'est tout ce qui est en amont finalement de la distribution du colis ou des courriers, c'est-à-dire tout ce qui est la logistique par camion qui est entre les différents endroits. Parfois vous envoyez un colis ou un courrier et le moment où il arrive à son destinataire, évidemment il y a tout un réseau d'acheminement. On vient de se lancer également dans des opérations de ferroutage sur quelques destinations, ça c'est tout nouveau, ça date de 2010. Donc on utilise maintenant des containers permettant de transporter les produits qui permettent d'aller et sur du camion et sur du train, ce qui permet de directement, je dirais, éviter les transports par camion. Alors je ne parle pas des TGV postaux, il y en a 2 ou 3 qui existent aujourd'hui, hein, qui existent bien toujours évidemment, et qu'on utilise bien sûr. Mais là, c'est des liaisons qui ne sont pas sur TGV, qui ne peuvent pas passer directement sur le rail, et sur lesquelles on a essayé justement de combiner les deux, de façon à réduire les transports routiers. Voilà ce qui est, je dirais, là, un petit peu plus nouveau. Je ne vais pas trop en parler ce soir, parce que là, c'est vrai qu'on est encore en train de regarder comment ça se passe, et surtout de généraliser. Par contre, il y a des actions qu'on a menées depuis beaucoup plus longtemps, et notamment la partie éco-conduite, puisque ça a été la première action qu'on a menée. Pourquoi? Parce que c'était quand même finalement, pour nous en tout cas, la plus simple à mener, même si elle portait sur un aspect qui est parfois difficile à faire changer, qui est le comportement des agents en termes de conduite. Donc, Pierre l'a dit, 60 000 véhicules, et donc on s'est fixé l'objectif de former la totalité de nos conducteurs en 2 ans à l'éco-conduite. Pourquoi former à l'éco-conduite, hein? C'est assez simple, parce qu'il y a des aspects environnementaux, évidemment d'émissions de gaz à effet de serre, je l'évoquais tout à l'heure avec le nombre d'émissions annuelles de la Poste. Il y a des aspects aussi économiques, hein, très clairement, c'est-à-dire que aujourd'hui, les 60 000 véhicules, c'est 60 millions de litres de carburant par an. Le coût du carburant fait qu'effectivement, c'est un poste non négligeable de charge pour la Poste. Et puis également un autre aspect qui est un aspect d'accidentologie, 4000 accidents par an. Ça peut aller du petit accident au gros accident évidemment, mais derrière 40 000 jours d'arrêt maladie, quoi. Donc voilà, ça aussi, ça a un coût, et également en termes sociaux, je veux dire, ça a un impact non négligeable. Donc ces aspects-là, ça nous a conduit effectivement à passer sur cette formation à l'éco-conduite, qui est une formation qu'on a voulu adapter à la conduite des facteurs, et donc qu'on n'a pas fait sur simulateur, mais qu'on a fait vraiment en conditions réelles, à travers de demi-journées de formation. Donc tous les facteurs ils sont passés. Sur le LEM, tu as peut-être quelques chiffres, Pierre, aussi, sur Bourg, notamment, je crois qu'ils sont à peu près tous formés. Sur l'un, sur les 700 facteurs, il y en a en gros 500 qui sont passés à la formation éco-conduite. Et puis sur la zone qui correspond à l'agglo de Bourg, sur les 150 agents, 90 aujourd'hui sont formés à l'éco-conduite. Sachant qu'il y en a certains qui ne le seront pas parce qu'ils sont amenés à faire des tournées piétonnes, notamment. Donc ce n'est pas la priorité que de les former, bien évidemment. Les vélos également. Et les vélos également. Donc cette formation a été faite, vu le nombre de personnes que vous avez reformées, on a jugé plus
plus efficient au point de vue économique de former des formateurs, de faire former des formateurs externes et après de former donc avec nos formateurs internes. Donc le bilan, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir quand même quelques retours là-dessus. Donc vous le voyez, je ne le détaille pas, mais ça commence quand même à être assez intéressant en termes aussi bien de sinistralité que d'émissions de CO2 et que de consommation de carburant. Alors on en est à une phase aujourd'hui où on commence à faire des piqûres de rappel, parce qu'on se rend bien compte qu'en matière de formation, il faut toujours y revenir, sinon les bonnes habitudes se perdent assez rapidement. Et donc il y a d'une part des piqûres de rappel sur les agents déjà formés, et puis également une externalisation de notre savoir-faire au travers d'une filiale qu'on a créée qui s'appelle Mobigreen et qui propose des formations clés en main finalement aux gestionnaires, aux grands gestionnaires de flotte. Sur la partie transport, c'est le choix qu'a fait la Poste d'électrifier une partie du parc de véhicules. Vous voyez ici quelques véhicules aujourd'hui. Donc ça c'est un vélo électrique, un vélo assistance électrique, pardon. On en a 8000 aujourd'hui à peu près au niveau national. Sur Bourg, il y en a quelques-uns. Sur Bourg, on en a 21 aujourd'hui. D'accord. 21 donc, sur une trentaine de tournées cyclistes. Voilà, ça a deux avantages, c'est que ça permet de remplacer certaines tournées qui étaient faites auparavant en 2 roues motorisées. Donc là, évidemment, on a un gain immédiat. Il n'y a plus qu'un seul cyclomoteur sur la région de Bourg. Voilà. Et puis, ça a également un aspect en termes de conditions de travail, évidemment, parce que c'est quand même plus facile d'avoir une assistance électrique que de pédaler tout le long de la tournée, surtout avec des charges qui sont importantes. Ce que vous voyez là, ça s'appelle un quadéo. Alors, c'est pas vraiment un quad, là, mais c'est on appelle ça comme ça, mais c'est simplement un véhicule qui est ouvert des deux côtés, qui est assez étroit, donc qui permet de passer dans des rues étroites, et qui permet aussi d'emporter à peu près 1 mètre cube derrière. Il n'y en a pas sur Bourg, à ma connaissance, il y en a en revanche sur Miribel, je crois, en Anvers, dans le département. Et au niveau national, je crois qu'il y en a quelque chose comme 300 aujourd'hui, donc on est en train de déployer ce type de véhicule. Concernant les voitures, ça c'est une voiture électrique, donc on a fait le choix d'être en totalité électrique et non pas d'aller sur de l'hybride. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails du pourquoi et du comment, mais aujourd'hui on a 250 véhicules électriques au niveau national, il y en a 20 sur Lyon, il y en a 20 sur Grenoble pour la région Rhône-Alpes. Ce n'est qu'un premier pas puisque la Poste est engagée dans une démarche avec d'autres grands groupes de commandes groupées de véhicules électriques. L'objectif c'était de structurer la demande, on va dire pour faire simple, de façon à pouvoir obtenir une offre de la part des constructeurs qui soit viable économiquement, parce que c'est un des problèmes aujourd'hui, et surtout une offre sur laquelle les constructeurs soient capables de livrer en masse, puisque l'objectif de la Poste dans les années qui viennent, c'est de remplacer une partie du parc par des véhicules électriques et de monter en tout cas dans les années qui viennent jusqu'à 10 000 véhicules électriques. Donc c'est clair qu'il nous faut aussi en face des constructeurs qui sont capables de répondre à ça. Donc ça c'est en cours, la démarche d'achat groupé est en cours. On aura la réponse aux appels d'offres au terme d'un dialogue compétitif qui vient de s'achever dans le courant de l'été, je pense. Et l'objectif donc c'est d'aller sur ces aspects-là. C'est un appel d'offres qui permettra aussi aux collectivités locales d'ailleurs d'acheter les types de véhicules sur lesquels on a lancé des appels d'offres, puisque c'est l'UGAP qui pilote l'appel d'offres lui-même et que ça sera ouvert aux collectivités locales. Un certain nombre d'entre elles sont déjà associées à la démarche. Voilà sur la partie transport. Quelques mots très rapides sur les bâtiments. On va faire très vite sur le dernier point. Mais il y a juste un slide, ça va aller très vite, puisque beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas les redire. Simplement, sur les bâtiments neufs, effectivement, on a commencé d'ores et déjà à s'inscrire dans la démarche qui était évoquée tout à l'heure, à savoir les bâtiments basse consommation, puisque de toute façon, on aura une obligation de le faire très rapidement. Donc c'est déjà le cas, mais finalement, les bâtiments neufs chez nous, ils sont quand même en assez faible quantité. Notre problématique, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est évidemment la rénovation de l'ancien. Là, c'est plus compliqué. On est parti déjà sur une réduction importante des surfaces, c'est-à-dire en gros, commençons par ne plus utiliser, donc ne plus éclairer, ne plus chauffer ce dont on n'a pas besoin. Donc c'est déjà ce travail-là qu'on mène aujourd'hui. Et puis on a mené également, ça a été dit tout à l'heure aussi sur la convention de Bourg, des audits énergétiques à partir desquels on est en train de cibler les travaux prioritaires qui permettront d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé à environ 40% de la consommation, de baisse de consommation d'énergie.
Voilà globalement, très rapidement, les travaux sur lesquels les points sur lesquels on travaille en matière de bâtiment et en matière de transport aujourd'hui.